Honorable compagnie, bonjour. Nous allons donc traiter aujourd'hui des enjeux autour du vieillissement. Je m'appelle Serge Guérin, je suis professeur à l'INSEC, je suis un sociologue. Et que dire d'autre? Je suis chauve. Il faut toujours donner un élément de caractéristique. Voilà. Mais je suis accompagné de deux personnes qui ont plein de cheveux, donc tout ira bien. L'enjeu, ces 4 jours ont été extrêmement centrés sur l'Europe avec plein de sujets. Alors, et là, on va parler de l'un des sujets qui concerne très directement l'Europe. Vous savez, pendant très longtemps, on parlait du vieux continent. Et d'une certaine manière, on peut dire aujourd'hui que l'Europe devient un continent de vieux. Parce que c'est le continent qui vieillit le plus aujourd'hui dans le monde. Donc c'est un élément à prendre en compte et qui évidemment aura des effets. Certes, la dimension de l'âge n'est pas une dimension qui est dans les responsabilités directes de l'Europe. Simplement, elle a tellement d'effets transversaux sur d'autres sujets, je ne sais pas, en termes de santé, en termes d'économie, en termes de travail, en termes d'immigration, en termes de protection sociale, en termes de dialogue, ou d'autres diraient de guerre entre les générations. Bref, il y a plein de sujets qui touchent à cette question démographique. Donc il est difficile, alors que nous sommes déjà entrés dans une campagne électorale, alors que le 9 juin prochain, nous allons élire les prochains députés qui vont siéger au Parlement européen, il est difficile de ne pas aborder cette question-là, car elle aura des effets sur l'Europe en général, elle aura des effets y compris sur les plus jeunes d'entre vous, puisque un jour, c'est tout le mal que je vous souhaite, vous serez vous-même vieux. Si vous devenez jamais vieux ou vieille, c'est que vous serez parti avant, donc c'est pas génial. Donc vous allez être aussi touché par la vieillesse beaucoup plus tard, et beaucoup plus tôt, vous serez touché par le fait qu'il faudra faire des choix en Europe par rapport à cet accompagnement ou non du vieillissement de la population. Donc c'est un sujet qui fait partie des grands sujets, des sujets majeurs autour de l'avenir européen. Et puis, on s'est aussi dit qu'il était important de voir comment les élus, comment les candidats, comment les listes voyaient cette question. Elle fait partie des questions, avec bien d'autres, et depuis 4 jours, vous avez eu plein de questionnements, et donc on va se centrer sur cette problématique-là. Juste pour que vous ayez un tout petit peu en tête les choses, on va prendre l'âge, vous savez, la norme de l'âge, la borne de l'âge est toujours compliquée. À partir de quel âge on est vieux? Ici, vu la moyenne d'âge, pour certaines et certains, on est vieux dès 19 ans et demi. Mais pour d'autres, on est vieux plutôt à 39 ans un quart. Pour d'autres, on est vieux à plus de 60 ans. Pour d'autres, on est vieux à plus de 80 ans, ainsi de suite. Tout dépend du critère que l'on prend. Si on prend simplement les plus de 65 ans, il y a aujourd'hui un peu plus de 21% de la population européenne qui a plus de 65 ans. Il y a seulement 10 ans, on était à moins de 18%. Il y a 30 ans, on était à moins de 15%. Donc vous voyez, et demain, on dépassera globalement, en Europe, de manière globale, on dépassera les 30%. Demain, c'est 2050. Vous voyez, donc, cette question-là, elle va continuer d'arriver. Depuis 2012, le remplacement démographique se fait plus par une question naturelle. C'est-à-dire qu'avant, c'est le nombre de naissances qui était supérieur au nombre de gens âgés, et ainsi de suite. Et du coup, il y avait un remplacement de la population de cette manière-là. Aujourd'hui, c'est aussi le solde ne se fait pas seulement sur le solde naturel, il se fait aussi avec le solde migratoire. Donc on voit qu'on n'est pas nécessairement dans les mêmes problématiques. Et donc, il faut intégrer ces enjeux-là. L'autre élément, c'est que, bien sûr, je vous parle de l'Europe d'une manière générale, selon les pays, cette présence, vous voyez, les mots ont toujours de l'importance. Cette présence, ce taux, mais je pourrais dire aussi ce poids. Si je dis ce poids, j'y mets tout de suite une connotation très négative. Si je dis cette présence, si je dis ce taux, je suis plus neutre, on pourrait dire. Donc, cette présence des plus de 65 ans est très différente selon les pays. D'ailleurs, quel est le pays, selon vous, où la présence des plus de 65 ans est la plus importante? J'ai entendu l'Italie et je dis bravo. C'est en effet l'Italie en Europe, dans les 27 pays. On l'applaudit. Bah oui, c'est mérité quand même, voilà, il faut quand même... Et en plus, applaudir a 2 effets très bénéfiques. Le premier, il y a un côté de sympathie, on félicite les gens. Après tout, on passe notre vie à dire aux gens, c'est pas bien ce que vous faites, c'est bien aussi de dire quand les gens font quelque chose. Et puis par ailleurs, applaudir, c'est un exercice physique. Or, un des enjeux du vieillissement, c'est justement la prévention, et ça passe en grande partie par ce qu'on appelle l'activité physique adaptée. Donc rien que d'applaudir, déjà vous avez participé à un petit moment d'exercice physique. Et l'exercice physique a un autre avantage, ça s'appelle le lien.
faire du lien entre les gens. Et là encore, on a créé du lien, et ces 4 jours de printemps d'ailleurs sont 4 jours de lien, et c'est ça aussi qui est important. Alors, je vais m'arrêter là pour cette rapide introduction. On est dans un échange donc avec 2 personnalités politiques. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Vous avez toutes et tous des contraintes assez fortes. Les agendas sont un peu sportifs en ce moment, d'autant plus qu'il y a une campagne électorale. Donc tous les 2, vous êtes sur des listes différentes. Je dis différentes, là aussi. On prendra les mots que l'on voudra. On pourra dire adversaire, concurrent, autre. Je resterai sur un terme de différent. Et je rappelle que la démocratie a besoin de listes différentes. Elle a aussi besoin qu'on dialogue. Elle a aussi besoin que les gens, y compris quand ils sont en désaccord total, s'affrontent, mais au sens intellectuel du terme, y compris d'ailleurs pour montrer tel argument, ainsi de suite. On part de faits. Je rappelle une chose absolument centrale. Le débat, la démocratie, l'échange, ça ne parle pas de croyances, ça s'appuie sur des faits. Et à partir des faits, on peut avoir des orientations totalement différentes, voire divergentes. Mais si on n'est pas d'accord sur les faits, ça devient très très compliqué. Et les faits, ce n'est pas un truc qu'on invente comme ça. Par exemple, là, je vous ai donné très peu de chiffres. Je pense que vous en avez eu beaucoup pendant ces 4 jours, donc j'ai donné très très peu de chiffres. Mais si on conteste par exemple, non, c'est pas vrai, il n'y a pas plus de gens de plus de 65 ans, on ne peut pas discuter. Donc il faut aussi accepter les faits, et à partir des faits, on en tire des conclusions qui peuvent être diamétralement opposées. Et après, je dirais, c'est aussi chacun à vous de vous faire aussi votre opinion, mais qui s'appuie toujours sur des faits et pas sur de la croyance ou pas sur l'idéologie. On part de là. Et donc là, on va avoir 2 personnes qui défendent à partir des faits, je pense, vous accepterez l'un et l'autre, ensuite peuvent avoir des différences extrêmement fortes. Alors, il y a avec nous Mathilde Androuet. Alors, comme je suis totalement désaxé, je ne sais jamais où est ma gauche, où est ma droite, ça va m'éviter le sujet. Voilà. Et à côté de vous, Jean-Marc Germain. Donc, Mathilde Androuet, vous êtes sur la liste du Rassemblement national. Et Jean-Marc Germain, vous êtes sur la liste Parti socialiste, place publique. Jusque-là, nous sommes d'accord. Voilà. Et donc, je vais vous demander d'abord, peut-être nous dire quelques mots sur vous, et puis très vite, juste sur cette introduction, comment vous, après on rentrera plus dans le détail de telle ou telle problématique, mais comment vous voyez pour les 5 ans à venir, quelle est votre vision finalement de cette histoire de vieillissement de l'Europe? On démarre comme ça. Donc 5-6 minutes chacun autour de ça, puis après on viendra peut-être sur les problématiques plus précises. Et bien sûr, on se garde un temps à la fin pour que vous puissiez aussi intervenir, dialoguer. Toujours pareil, je vais dire un gros mot, dans la bienveillance, dans l'écoute. Mais on est aussi là dans cette thématique-là, même si on est en désaccord avec tel ou tel propos. Ça n'empêche pas. Madame Androuet, on démarre avec vous. Si Galanterie française. Galanterie française. Alors, Mathilde Androuet, je suis actuellement députée européen en commission environnement et dans laquelle il y a une sous-commission qui s'appelle santé publique. Donc évidemment, ça rejoint en quelque sorte par certains aspects la question du vieillissement de la population. Il est vrai que c'est un paramètre majeur, assez peu pris en compte de manière très différenciée dans les discours politiques. Il est vrai que sur les 10 pays au monde ayant les plus fortes populations de personnes de plus de 65 ans, en tête le Japon, mais tout le reste est européen. Et donc et pour nous, la France, donc oui, dans les environs de 20,8%, je crois, de proportion de plus de 65 ans. Vous m'arrêterez si les chiffres ne sont pas bons. Et donc c'est un véritable enjeu, mais c'est un enjeu qu'il faut quand même décortiquer. Vous êtes sur des faits économiques dans votre session et il y a quand même 2 populations de seniors. C'est-à-dire que clairement, on ne parle pas de la même chose d'une personne de 65 ans ayant ses capacités et qui est encore finalement un acteur économique vaillant, si je puis dire. Alors déjà c'est connoté, je sais que c'est pas très bien, mais dans le sens un acteur économique qui est quand même en production, même si c'est pas toujours codé, parce que c'est des gens qui animent de la vie associative. Enfin, sans ces gens-là, sans ces jeunes seniors, on va dire, la vie associative s'effondre et donc finalement un pan de la vie économique aussi qui va avec. Ils sont aussi des animateurs d'intergénérationnel, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est des jeunes grands-parents, sont clairement des gens même qui nous, économiquement, par exemple la mère que je suis, me déleste économiquement lors des vacances scolaires. Quand je ne suis pas en capacité de garder mes enfants, c'est mes parents qui les gardent. Et ça arrive dans énormément de familles. Ça crée du lien familial, mais ça crée aussi une valeur économique qui finalement est meilleure pour moi.
Et après, il y a l'autre population de seniors qui est la population beaucoup plus âgée, dans les environs de 80 ans, où là, la question pourrait plus... on pourrait s'interroger sous l'angle plutôt sanitaire, parce qu'il y a une vraie question sur la dépendance. Et alors, peut-être que je ne sais pas exactement si les autres programmes politiques avaient prévu la chose, mais je sais que nous, pendant la présidentielle, Marine Le Pen proposait que la sécurité sociale ait une branche spécifique dédiée à la dépendance. Et donc ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet, parce que il faut aussi prendre en compte tout ça en termes de dépenses sociales, mais aussi d'humanité, parce que on a eu des scandales très récents dans des livres, mais on sait que c'est permanent, sur les âges de la grande dépendance que sont les personnes âgées, mais on pourrait aussi parler aussi des problèmes de la dépendance des plus petits. Il y a de la maltraitance. Et je pense qu'une grande civilisation, des pays qui se disent démocratiques et attachés à leurs valeurs humaines, doivent s'intéresser foncièrement à ce sujet-là et protéger les plus faibles. C'est aussi ce qui honore la civilisation européenne, c'est-à-dire qu'on a décidé de mettre l'intellect, le débat démocratique, le débat des idées, de remplacer l'intellect par la violence naturelle qui se faisait pour constituer des pays. On a décidé que les plus faibles avaient aussi voix au chapitre, et je pense qu'il est nécessaire de les prendre en compte. Et d'avoir certes une lecture économique, c'est intéressant sur ce sujet-là, reconsidérer aussi le poids économique que peuvent représenter aussi ce qu'on appelle la silver économique. Donc silver, c'est argent, c'est pour faire allusion à la couleur des cheveux en fait de cette population-là. C'est considérable, c'est 130 milliards, je crois, d'euros par an, si je ne m'abuse, qui sont générés par ça. Mais là aussi, il faut toujours voir quelle population de seniors on traite par ces aspects-là. Des jeunes seniors sont des gens qui sont aussi très pourvoyeurs d'économie du tourisme, par exemple. Ils représentent 16% des dépenses en Europe du tourisme. Mais des personnes beaucoup plus âgées, eux, on va peut-être envisager plus de dépenses en termes de technique, de robotique, même de BTP, d'aménagement de l'intérieur, parce qu'il faut que les maisons maintenant s'adaptent. On s'aperçoit que les personnes vivent plus longtemps et mieux quand elles peuvent rester chez elles, mais de manière adaptée. Et donc il faut évidemment repenser tout ça à l'aune, même nos politiques sociales, à l'aune de ce bouleversement démographique. Et on aura peut-être l'occasion à la suite du débat de voir les différences qu'on pourrait avoir sur les réponses à apporter. Je pense que je n'aurai pas la même sur la question notamment de l'immigration, mais peut-être sur d'autres aspects. C'est la manière de gérer l'intergénérationnel qui me semble être essentielle dans une société où on segmente les publics en fonction de leur âge, en fonction de leur religion, en fonction d'énormément de leurs revenus. Je pense que moi j'ai une idée de la nation qui est unifiée, et un continent aussi qui s'unifie, qui se grandit, à ne pas considérer les gens à travers leur plus petit dénominateur commun. Merci beaucoup. Pareil, M. Germain, juste comment vous voyez les choses et comment, sans rentrer encore dans le détail du programme ou quoi que ce soit, mais c'est quoi votre vision par rapport, je crois qu'on sera d'accord sur le fait qu'il y a un vieillissement de la population, le regard que vous avez sur ces questions-là. Je dirais un regard d'abord, avant de rentrer dans l'économie haute, un regard un peu individuel et un peu humain. D'abord, bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation. Donc moi, vous nous avez demandé de nous présenter. Je suis prof d'économie à l'école des ponts ParisTech. J'enseigne sur les théories de la croissance et du développement. Donc ce sujet des évolutions démographiques est évidemment central dans mes enseignements. Et puis par ailleurs, je suis économiste de profession, chercheur, je publie des études et des travaux de recherche, et je suis candidat effectivement sur la liste menée par Raphaël Glucksmann pour ces élections européennes. Et puis dans une vie antérieure, j'ai aussi été député au Parlement national. Pour en venir à votre question sur le vieillissement, je crois qu'elle pose des questions de très court terme, et elles ont déjà été évoquées, qui concernent les personnes âgées elles-mêmes, et notamment la question de la dépendance qui se pose partout en Europe de manière plus ou moins aiguë,
des femmes et des hommes qui, arrivés à un certain âge de leur vie, ne peuvent plus être totalement autonomes et qui doivent être accompagnés pour vivre dans de bonnes conditions, avec un enjeu majeur, on y reviendra j'imagine, mais qui est la question du maintien à domicile. 85% des femmes et des hommes qui sont concernés souhaiteraient rester à domicile et ne le peuvent pas. Et ça, c'est un enjeu majeur de société et des sociétés européennes. Elle pose aussi ensuite, de manière assez contemporaine, la question, nous, qu'on appelle du deuxième âge de la vie ou du troisième, selon la façon dont on se situe, qui est, au fond, qu'est-ce qu'on fait à partir de sa retraite jusqu'au moment où on est moins en situation de mobilité, on est en pleine forme, on a du temps, on a envie de s'investir. Et donc comment on fait pour que ces années qui sont ajoutées à la vie, parce que quand même la bonne nouvelle du vieillissement, on en parle comme un problème, comme une difficulté, comme des défis à résoudre, c'est qu'on vit plus longtemps. Les Européens, au cours des 50 dernières années, ont gagné 10 ans de vie. Et donc l'enjeu de court terme, c'est faire que quand on prend sa retraite, eh bien, on ajoute, comme nous on aime à le dire, de la vie aux années, pas simplement des années à la vie. Et ensuite, comment on prend soin de nos aînés. Vous avez raison de poser la question de l'intergénérationnel. Parce que prendre soin de nos aînés, je crois que c'est Simone Veil qui disait cela, on juge une société à la façon dont elle prend soin de ses aînés. Eh bien, ça nous concerne tous, nous les actifs et vous aussi les jeunes. Et je crois que parmi les plus belles initiatives, je ne vous ai pas aussi raconté une autre vie, j'ai été directeur des services d'une mairie à Lille plus précisément, et parmi les plus belles réalisations que j'ai pu faire en tant que fonctionnaire territorial, ça a été ces initiatives intergénérationnelles où des classes allaient dans des maisons de retraite, où ce qu'on appelle du béguinage se mettait en place, c'est-à-dire on concevait des logements où des actifs sont avec des personnes âgées et vivent ensemble, s'entraident ensemble au quotidien, au fond sans qu'on ait besoin de faire appel à la mairie ou à l'État, mais c'est simplement le voisin qui vient vous aider à faire votre course. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon, nous, les socialistes, la gestion des communs, mais je crois que c'est quelque chose de très fort. Et puis dernier point, mais là aussi, je ne voudrais pas être trop long dans cette première prise de parole, mais c'est mon métier d'économiste qui revient au galop. La question de la transition démographique pose des questions économiques absolument majeures. Nous avons plusieurs défis à résoudre dans le long terme. Il y a la question de la transition climatique, de la lutte contre le dérèglement climatique, enjeu d'une génération, vous qui avez entre 16, 17 et 25 ans, pendant les 30 années de votre vie qui vont suivre, vous allez avoir avec nous à régler cette question. Il y a la question de l'arrivée en masse de l'intelligence artificielle et du numérique qui bouleverse complètement la façon de produire, d'échanger. Et il y a cette question démographique. Je vais vous citer un chiffre qui est qu'au niveau de l'Union européenne, il y aura à l'horizon 2100, donc c'est dans longtemps, mais c'est beaucoup, 30 millions de moins d'Européens. Et donc la question et les choix de société que vous aurez à faire, vous en tant que citoyen, dans les élections nationales ou dans les élections européennes, c'est comment on fait face à ce bouleversement démographique. Est-ce qu'on fait appel à l'immigration parce qu'on a envie de garder une population constante? Est-ce qu'on défend des politiques natalistes ou pas? Et comment on règle les problèmes économiques? Et je termine là-dessus. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au fond, nos économies, et notamment pendant ce qu'on appelait les 30 Glorieuses, donc jusqu'au choc pétrolier, ont été shootées à deux choses. La première, c'est la société de consommation. On a conçu, pour améliorer les conditions de vie des femmes et des hommes en France et en Europe, une société
tournait autour de la consommation des biens et tout s'organisait. Alors, c'était très positif, évidemment. C'était s'équiper dans son logement, sa machine à laver, sa voiture, son téléviseur, etc., etc. Et tout ça, ça faisait des emplois, ça faisait des recettes pour la sécurité, pour l'État, et ça permettait à la société à la fois d'améliorer son niveau de vie, de vivre de mieux en mieux, que chaque génération qui suit la précédente vive mieux qu'elle, et ça réglait de manière un peu magique toutes les difficultés. Et l'autre, ça a été la croissance de la population, et qui notamment réglait la question des retraites, parce que quand vous avez 2 ou 3 ou 4 ou 5 personnes qui doivent payer pour un retraité, le retraité, la personne dans sa vie, a payé beaucoup moins comme cotisation que ce qu'elle va recevoir comme pension. Quand on arrive à un équilibre, à ce moment-là, la charge des retraites augmente massivement, et donc ça pose un défi absolument majeur pour le financement des retraites, mais généralement pour le financement des régimes sociaux. Et c'est là où on en revient à la question intergénérationnelle. Et moi, dans mon métier d'économiste, c'est ma principale spécialité. Je regarde qui paye quoi comme impôt et qui reçoit quoi comme allocation. Les allocations logement, le RSA quand on a le droit de toucher, c'est-à-dire après 25 ans et quand on est en situation, les allocations chômage, etc. Et j'intègre aussi tout ce qui est les services publics gratuits. L'école est gratuite ou presque ou peu chère en France. La santé est remboursée très fortement. Et quand on regarde tout ça, on se rend compte que, et vous allez le vivre très vite quand vous toucherez vos premières fiches de salaire, vous allez dire mais qu'est-ce que je paye comme cotisation sociale, comme impôt, et je ne reçois pas grand-chose en retour. Je n'ai pas d'enfant, donc l'école gratuite, je ne connais pas. Je ne suis jamais malade, et avant 60 ans, on est quand même très peu malade. Et quand on ne l'est pas, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Et du coup, vous direz tous, et il y a 80% des gens jusqu'à 60 ans qui payent plus que ce qu'ils reçoivent. Et en fait, on reçoit beaucoup à partir de 60 ans, parce qu'on reçoit les retraites, bien sûr, mais on reçoit essentiellement en santé. Et donc, moi, j'appelle ça le paradoxe des horizons. C'est-à-dire que le système social, il vous est extrêmement bénéficiaire, et il va être confronté à ce bouleversement démocratique de manière majeure, mais vous avez le sentiment que jusqu'à 60 ans, vous allez être perdant. Et ceci d'autant plus si on vous dit que les retraites, finalement, vous n'allez pas en bénéficier, donc il faudra cotiser mais pas en bénéficier. Donc cette partie-là, vous oubliez que le système social de santé va s'effondrer. Et dans vos territoires, vous pouvez le vivre parfois quand l'hôpital ferme, quand il n'y a plus de centre de soins, quand il faut 2 ans pour accéder à un médecin. Et donc cette question-là de solidarité intergénérationnelle, et je vois Serge qui s'impatiente, je ne dirais pas que ses cheveux se dressent sur la tête, mais presque souhaite que j'arrête, est absolument majeure, et c'était par là que je voulais terminer. Merci beaucoup. Alors, d'abord, juste avant de poursuivre, je cite les salles de retransmission. Mesdames et messieurs, c'est un moment important. L'ENC Paris, Notre-Dame de Grandchamp à Versailles, la Maison de Paris, c'est une maison de retraite, comme quoi nous sommes bien dans l'intergénération. Le lycée d'Athènes, l'Institut de préparation à l'administration générale à Paris, le lycée de Saint-Amand-les-Eaux, l'établissement supérieur de Swansea au Pays de Galles. Mon anglais étant ce qu'il est, c'est-à-dire nul, voilà, mais ceux qui sont bien éduqués auront compris. Voilà, c'est parmi les salles de retransmission, évidemment, on les salue toutes et tous. Alors, merci pour ces éléments-là. On l'a vu, hein, déjà, combien, on parle de quelques chiffres au début, puis à la fois combien c'est complexe, combien c'est aussi positif, puisque on a parlé de l'espérance de vie qui augmente, qui est une réalité. Et c'est-à-dire c'est souvent une des bonnes manières de voir l'état de développement d'un pays ou d'un continent. Est-ce que l'espérance de vie augmente? Est-ce que l'espérance de vie stagne? Voire est-ce que l'espérance de vie diminue? Par exemple, un tout petit pays comme les États-Unis voit depuis 3 ans son espérance de vie diminuer, ce qui est quand même un indicateur sur ce qui peut se passer. Et évidemment, les écarts d'espérance de vie sont énormes. Globalement, c'est où le pays où l'espérance de vie est la plus longue? Japon, il y a l'Espagne. Ouais. En fait, c'est Monaco. Bon, d'accord, je triche. Vu la population, c'est un peu particulier. Voilà. Mais, et à l'inverse, et là, on est très au-delà, hommes-femmes confondus, on est au-delà de 85 ans.
Je prends la République démocratique du Congo, on est plutôt à 40 ans. Vous voyez, donc il y a des écarts aussi énormes. Et donc, parce que les situations sont évidemment pas les mêmes. Mais quand on parle d'espérance de vie, il y a deux éléments. Il y a l'espérance de vie en global. C'est super de vivre plus longtemps, mais évidemment, si c'est pour vivre en très mauvaise santé, ça finit par être moins sympathique. L'enjeu, c'est que l'espérance de vie en bonne santé se rapproche le plus possible de l'espérance de vie globale. Alors, en Europe, ces derniers temps, alors en France, depuis 2008, l'espérance de vie en bonne santé a augmenté plus vite que l'espérance de vie tout court. Donc de ce point de vue-là, contrairement d'ailleurs à ce qui a été beaucoup dit au moment du débat sur les retraites, de ce point de vue-là, c'est une très très bonne chose. En Europe, en revanche, de manière globale, l'espérance de vie en bonne santé a même tendance à réduire un petit peu. Hein, donc là aussi. Et puis, on rappellera aussi qu'il y a une différence assez forte, femmes-hommes. Les femmes en moyenne, dans le monde entier, sauf dans des pays type Afghanistan et tout ça, dans le monde entier, les femmes vivent 5-6 ans de plus que les hommes. Dans notre beau pays comme la France, qui est un des pays les plus égalitaires ou égalitaristes qui soit, entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres, pour les hommes, il y a 13 ans d'écart d'espérance de vie. Bref, les pauvres, alors les 5% les plus pauvres qui vivent dans des conditions très difficiles et ainsi de suite, ont globalement une espérance de vie de 20% inférieure aux gens les plus aisés. Pour les hommes, et c'est 8 ans pour les femmes. Vous voyez, donc des écarts aussi. Mais si je dis ça, ça veut dire aussi, et vous avez commencé à le dire, quand on parle de ces questions-là, si c'est autour des 65 ans, c'est finalement la question aussi de la diminution de la population active. Donc des gens qui normalement, qui travaillaient. Et puis pour les plus de 85 ans, c'est en effet des enjeux de santé qui peuvent commencer, pas tout le monde. C'est pas parce que vous avez plus de 85 ans, vous êtes malade, que vous êtes en fauteuil roulant, et ainsi de suite, ou vous êtes déjà touché par une maladie neurologique. Non, non, mais une proportion plus importante peut arriver. Et donc, finalement, la question que je souhaitais vous poser, c'est à la fois, alors c'est une double question, c'est s'il y a une population active qui diminue, dans un certain nombre de pays, en France, on sait qu'il y a eu beaucoup de débats il y a un an, beaucoup de pays où on va dire qu'il faudrait peut-être travailler plus longtemps pour rééquilibrer justement entre population dite active, parce qu'on peut être à la retraite et être très 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 actif. Je connais même, mais je ne donnerai aucun nom, des retraités qui sont beaucoup plus actifs que certains salariés dits actifs. Hein, voilà. Mais on ne dira rien. Voilà. Mais, voilà. Et qu'il y a une réalité très forte. Je rappelle que sans les retraités, le tissu associatif en France, mais globalement en Europe, s'écroule. Sans les retraités, vous avez un paquet d'élus et de villes en particulier qui n'ont plus de 35% des maires de nos communes sont à la retraite, par exemple. Donc font tourner aussi, y compris le tout petit village. Sans les retraités, il y a la question, par exemple, d'aller tout simplement chercher les petits-enfants ou quoi que ce soit à l'école. Bref, il y a un rôle énorme autour des aidants, de tout ça. Mais donc, il y a cette première question. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'Europe doit faire? Comment on doit penser par rapport à ce déficit, on pourrait dire, ou à ce risque, qui est pareil, dans certains pays c'est déjà fait, pas en France, on se stabilise. Mais par exemple, le Conseil d'orientation des retraites avait fait une étude, nous, ancienne version, donc qui était très favorable, disons, à des retraites à un âge limité, avait quand même fait remarquer que la population active resterait autour de 28 millions de personnes, et que la population retraitée monterait à 23 millions de personnes. Donc comment on fait? Et en Europe, on a ces problématiques-là un peu partout. Qu'est-ce qu'on fait sur cette question-là? Alors, pas trop longtemps, parce qu'on va essayer d'aborder plein de sujets. Je le dis pour Jean-Marc Germain, donc on reste assez court. Mais sur cette question-là, l'Europe, face à la question des retraites, quels sont, à l'un et à l'autre, votre regard? On commence avec vous? Comme ça. Alors, moi j'ai un biais qui est que j'estime que toutes ces politiques-là de prise en charge des populations doivent être nationales. Donc voilà. Mais il n'est pas faux de dire que l'Union européenne s'en inquiète, et s'en inquiète un peu trop. C'est-à-dire que clairement la réforme des retraites, et ça n'a pas été caché par Clément Beaune, qui était donc ministre aux Affaires européennes pendant la réforme des retraites, que c'était clairement l'augmentation de l'âge d'accès à la retraite était clairement une demande de l'Union européenne en contrepartie du plan de relance. Donc l'Union européenne, oui, clairement pousse à ce que on soit retraité de plus en plus tard. Sauf que c'est un
faux bon calcul parce que mécaniquement, augmenter l'âge de la retraite, c'est 5 milliards de cotisations sociales à mettre au panier, parce que globalement, il faut savoir que d'ores et déjà, l'âge de l'accès à la retraite, enfin la population qui accède à la retraite, à l'âge de retraite, est à 42% inactive, du fait de maladies, du fait de handicap, du fait de fatigue, ou justement, quand on parlait de la population des aidants, c'est typiquement l'âge où souvent les personnes de 60 ans et quelques deviennent aidants pour des membres de leur famille. Donc il y a vraiment des gens, et puis après il y a aussi des mères au foyer, des gens, voilà, il y a des parcours de vie qui font qu'il y a finalement beaucoup de gens qui sont d'ores et déjà inactifs à l'âge de la retraite. Et donc là, en fait, le but du jeu était juste de raboter le montant des retraites pour pas que les Français aient des retraites pleines et que l'État français fasse des économies. Dans ce débat, c'était ça. Et donc l'Union européenne pousse à ça, grandement aidée, je pense, mais ça c'est un mouvement de fond généralisé, pour une privatisation de la retraite. Clairement, il y a des fonds de pension qui sont intéressés par une sorte de privatisation du système de retraite, mais c'est vrai pour la santé aussi. C'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de problèmes de déficit, de problèmes sur les services publics. C'est parce que de plus en plus, on délègue en fait à des privés et, manque de bol, aussi des fonds de pension dont la seule logique est lucrative, la prise en charge de questions qui sont profondément humaines et qui sont de fait problématiques pour nous, quoi. Donc, est-ce qu'on doit... après, la question est de savoir, maintenant, en effet, il y a des jeunes seniors qui souhaiteraient travailler et donc ça, moi, je pense qu'il doit y avoir une certaine liberté, mais pour moi, voilà, augmenter l'âge de départ à la retraite est une fausse bonne réponse, parce que il y a des métiers qui ne sont pas en capacité juste d'encaisser. Enfin, des gens qui ont commencé à 18 ans, des brancardiers, des infirmières, même des agriculteurs. Objectivement, moi, les faire partir, enfin, le but du jeu, c'est pas de mourir vite, quoi. Donc s'ils peuvent avoir une retraite, et moi je pense que des retraités restent des acteurs économiques dynamiques, mais il faut qu'ils soient en bonne santé. Merci. Alors juste, toute petite parenthèse, quand on parle des aidants, pour que les choses soient claires, c'est donc les personnes qui bénévolement accompagnent un proche, généralement c'est de la famille, mais pas tout le temps, accompagnent un proche qui, sans eux, d'une certaine manière, serait en risque, y compris en risque vital. Aujourd'hui, en France, je n'ai pas du tout le chiffre en Europe, c'est 11,5 millions de personnes. Donc, ce n'est pas quelques personnes. Alors, c'est vrai qu'il y a une grande partie de retraités, mais aussi, par exemple, dans les entreprises, l'âge moyen de départ de l'aidance, c'est 35 ans, parce qu'on peut se retrouver avec un enfant qui ne va pas bien, ainsi de suite. Donc, c'est juste à prendre en compte, parce qu'en fait, s'il n'y avait pas les aidants, le système de santé qui va déjà pas bien, en France, s'écroulerait carrément. Donc voilà, c'était juste faire cette petite parenthèse. Et autre élément, avant de vous donner la parole, c'est que, évidemment, il ne s'agit pas que l'Europe, hein, la question n'est pas est-ce que l'Europe doit avoir un système de retraite, voilà. Et puis qu'on rappelle que selon les pays de l'Union européenne, les systèmes de retraite peuvent être parfois beaucoup plus liés au privé, parfois beaucoup plus liés au public, ainsi de suite. Il y a aussi une hétérogénéité des systèmes. Mais voilà, mais à partir de là, donc on a eu le premier regard, et votre regard par rapport à cette question-là? Alors bon, d'abord, on est en total désaccord sur le fait de savoir si ces questions se gèrent au niveau européen ou pas, puisque nous sommes profondément européens, et nous constatons que si on veut être efficace, il faut régler toutes ces questions-là fondamentales au niveau européen, parce que sinon les États se feront concurrence entre eux, c'est à qui sera le plus productif, et donc c'est à qui repoussera le plus l'âge de départ en retraite, fera travailler le plus possible les actifs avec des horaires allongés, des heures supplémentaires. Donc en réalité, si on ne veut pas que la question économique règle la façon dont nous vivons nos vies, il faut régler ces questions au niveau européen, et c'est un enjeu absolument fondamental de choix dans cette élection européenne. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que avant d'aborder cette question-là, il y en aura une autre, c'est est-ce qu'on veut que la population augmente à tout prix? Parce qu'il y a une autre question, je crois, Serge, que vous avez prévu qu'on en parlerait à la fin, qui est la question écologique. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'écologie qu'on arrête d'être toujours plus nombreux, parce que plus on est nombreux, si on veut que tout le monde vive pareil, plus on doit utiliser des ressources pour amener chacun au même niveau de vie. Mais je mets cette question de côté à un moment. Nous, on est pour le libre choix de chacun de faire des enfants ou de ne pas en faire, d'en faire beaucoup ou pas beaucoup. Et ensuite, c'est aux gouvernants de régler les problèmes qui peuvent être posés par une plus grande population
Et on n'a pas de rêve de grandeur à se dire il faut que la France ait 80 millions, 100 millions, qu'on devienne en population le je ne sais pas combienième pays. Pas du tout, on est ce qu'on est et on doit prendre cela comme une donnée. Mais sur la question que vous posez très précisément, qui est est-ce qu'il faut qu'il y ait plus d'actifs qui travaillent ? Nous, on est contre l'allongement de la retraite, on s'est battu de toutes nos forces. Et vous l'avez d'ailleurs très bien dit, et vous pouvez imaginer vos jeunes grands-parents, ils ne sont pas devant leur télé toute la journée. Ils sont très actifs, ils s'investissent dans les associations, dans la vie publique. En réalité, ils travaillent. Mais simplement, qu'est-ce qui se passe à 62 ans ? On arrête de travailler pour un employeur sous forme de travail dépendant, ou quand on est entrepreneur, sous une forme de dépendance des clients, du marché et tout ça. Donc on a plus de liberté dans son activité, mais on est actif. Et donc nous, on est contre ça. Le seul élément pour lequel qui peut permettre d'augmenter le nombre d'actifs qui travaillent et donc qui cotisent et qui permettent de financer le système, c'est tous ceux qui sont contraints de ne pas travailler. Et donc c'est les chômeurs, c'est les jeunes qui cherchent du travail, qui ne mettent pas 6 mois, 1 an, 18 mois à en trouver. C'est les plus âgés, parce que dans notre pays, plus que dans d'autres, quand on commence à avoir 50, 55 ans, eh bien c'est très difficile de trouver un travail, parce qu'on est considéré comme coûtant cher. Mais certes, on a un salaire élevé, mais on rapporte beaucoup parce qu'on est très compétitif. Donc voilà, la priorité, c'est de permettre à ceux qui veulent travailler de travailler. Et je vais aller pour le reste complètement à rebours de ce qui est dans votre question, parce que vous avez dit, bien sûr. Nous sommes pour la réduction du temps de travail. Ça va diminuer la quantité de travail, ça va augmenter la productivité, toutes les études le montrent. Moins on travaille, plus on est productif. Mais pourquoi on est pour ça ? Et je vais vous simplifier un peu les choses. Après-guerre, il y a eu un grand mouvement qui est extrêmement positif, c'est que les femmes se sont mises à avoir des droits et à entrer sur le marché du travail. Mais c'était quoi le modèle d'avant ? C'était la femme qui est au foyer, qui s'occupe des enfants, du ménage. Ça, c'est à peu près l'équivalent d'une journée de travail et donc d'un temps plein. Et puis l'homme qui travaillait. Avec la biactivité des couples, ça fait 3 journées de travail pour un couple de 2 personnes. Donc le temps de travail a massivement augmenté, plus 50% avec ce raisonnement-là. Donc on travaille trop au quotidien. Et d'ailleurs, vous voyez bien, vous les professeurs ou les parents de vous, les lycéens ou les étudiants, c'est quoi la vie de vos parents ? Eh bien, ils bossent. Le soir, ils rentrent du boulot, ils bossent encore. Le samedi, ils font les courses. Le dimanche, ils sortent, demi-journée de repos. Et le dimanche après-midi, ils dorment parce qu'ils sont crevés. Donc on voit bien qu'il y a une quantité de travail immense et qu'il faut la réduire. C'est le sens du progrès. Et ça tombe bien. Parce que, alors là, pour le coup, pour la plupart de ceux qui peuvent se le permettre, et je mets de côté la question spécifique de ceux qui sont dans la difficulté, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, pour tous les autres, c'est un progrès qui est très attendu. Une des plus grandes insatisfactions des Français par rapport aux autres, c'est qu'ils n'ont pas assez de temps libre et pas assez de loisirs. Ça se vérifie. À l'INSEE, on mesure la satisfaction par rapport aux loisirs et on le voit. Donc il y a une attente énorme et ça ne pollue pas. D'avoir du temps libre pour passer du temps avec les autres, avec les amis, faire du sport ou d'autres activités. Donc voilà, nous, sur ce plan-là, et ça nous amènera à une autre question, s'il y a des besoins pour financer les régimes sociaux, parce que c'est ça essentiellement la question qui est posée par le vieillissement, la dépendance et les ressources pour la sécurité sociale, nous sommes pour faire appel, quand il reste des besoins, à la fiscalité. Et cette fiscalité, elle doit être européenne pour des raisons liées à la compétitivité, mais ça, ce sera l'objet d'une autre question, j'imagine. Si on a le temps. Alors, bon, la vision un peu cauchemardesque d'une famille, et voilà.
pour être un petit peu nuancé. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est votre approche. Et on voit bien tous les enjeux que ça porte à chaque fois. Alors, si je reste encore un tout petit peu sur ces questions d'âge, donc on a dit les jeunes seniors, et maintenant les plus âgés. Alors, là aussi, l'Europe n'est pas tout à fait dans la même situation, parce qu'il y a des pays dont la natalité n'a jamais redémarré. Après-guerre, un pays comme la France, mais globalement les pays vainqueurs, entre guillemets, ont connu ce qu'on a appelé le baby-boom. C'est-à-dire pendant une trentaine d'années, les familles faisaient beaucoup d'enfants. Et puis, au bout d'une trentaine d'années, ça a commencé à diminuer. Puis ensuite, ça a vraiment diminué. Puis ça a redémarré en 1997 jusqu'à à peu près 2015. Mais donc, ça c'est le baby-boom. Quand, en 1946, il y a un nombre beaucoup plus important que les années précédentes d'enfants, plus tard, ces enfants finissent par vieillir. Voilà. C'est-à-dire qu'on passe du baby-boom à ce que certains ont appelé le baby-boom. On devrait dire d'ailleurs le mammy-boom, parce que comme les femmes vieillissent plus longtemps, plus on avance en âge, plus les femmes sont présentes démographiquement. Mais en tout cas, voilà. Et en France, cette question-là se pose de manière très très forte. Et à partir de 2026, on va avoir une croissance pendant une trentaine d'années des plus de 80 ans, des plus de 85 ans. 2026, c'est donc tout de suite, et ça sera donc dans la prochaine législature européenne. Et d'autres pays sont dans cette situation-là, et d'autres pays ont été touchés par ce vieillissement, l'Allemagne, l'Italie, bien avant. Mais bref, la question du grand âge se pose de manière de plus en plus importante. Vous êtes intervenu sur la question vie à domicile, qui est une demande sociale extrêmement forte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des gens, par exemple, vous êtes touché par une maladie neurologique, il n'y a pas tellement d'autres solutions qu'une maison de retraite médicalisée. Mais en tout cas, il y a une demande sociale très forte. Et puis plus globalement, il y a la question de comment on accompagne ce grand âge. Voilà. Et autour de cette question-là, qui n'est pas simple du tout, mais là encore, en quelques mots, comment vous voyez les choses et quel est, selon vous, le rôle de l'Europe? Encore une fois, ce n'est pas nécessairement dans sa pratique ou dans ses responsabilités directes. Mais on le sait bien, ce n'est pas parce que c'est dans la responsabilité directe qu'il n'y a pas une influence ou qu'il n'y a pas une manière d'aborder les choses. Donc là encore, madame, sur ces plus de 80 ans, sur le grand âge, on l'estime entre 80 et 85 ans, ou à partir de là, les risques de santé sont plus importants, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait alors qu'on va doubler globalement le nombre de personnes de plus de 85 ans dans les 30 ans qui viennent? Je pense qu'il y a un véritable enjeu. Alors là, du coup, c'est vrai que dans le grand âge, on se déporte plus sur un sujet de santé publique, je pense. Il y a un vrai sujet sur, en effet, la prise en charge de ces personnes de manière à ce que, quand on parlait de la chance d'avoir plus d'espérance de vie, ce qui était intéressant aussi, c'est la chance d'avoir de plus en plus d'espérance de vie en bonne santé. Et la question en fait de la santé, c'est ça qui va être primordial. Et il est vrai qu'il faut savoir que 25% des nouveaux cas de cancer, comme 25% des nouveaux cas de maladies dégénératives, dans le monde sont en Europe, alors même qu'on représente 9% de la population mondiale. Donc il y a un vrai sujet sur ça. Et je pense qu'il y a un vrai sujet sur la prévention. Et on a un vrai problème de santé publique qui est que il y avait des recherches qui ont été faites sur le niveau des subventions du Royaume-Uni, Pays-Bas et France. 57% des subventions sur la prise en charge des cancers, c'était à hauteur de 57%, c'était pour les recherches thérapeutiques et seulement 13% pour le dépistage précoce. Le cancer est typiquement une maladie qui, dépistée tôt, peut être gérée et bien gérée. Donc il faut vraiment qu'il y en ait maintenant une logique aussi de santé publique qui est beaucoup plus dans la prévention. Je sais qu'en Allemagne, par exemple, le niveau de remboursement décroît si vous n'avez pas fait certains examens de manière régulière. Il est vrai que ça pourrait s'entendre de se dire que suggérer de rembourser une mammographie annuelle, par exemple, à partir de 60 ans, pourrait s'entendre, et on rembourserait mieux les femmes qui se sont bien fait dépister qu'une personne qui s'est entre guillemets négligée. Comme ça, au moins, le dépistage serait vraiment actif, même proactif par la plupart des populations, et on pourrait prendre en charge ces cancers-là qui, dépistés tôt, sont vraiment traitables. Et donc, je pense qu'il y a un gros enjeu sur la prévention. En 2021, l'Union européenne a fait un plan justement de lutte contre le cancer avec un objectif de dépistage de 90% des populations cibles. Alors, ça reste un peu du domaine du vœu pieux et de l'orientation, parce qu'il faut savoir que la santé est un domaine normalement réservé aux États membres et n'est pas un domaine européen.
Mais c'est un véritable enjeu. Il faut qu'on arrête de traiter seulement les symptômes, mais traiter clairement les racines entre des grosses maladies, des grosses pathologies qui sont lourdes. Et je pense qu'il y a vraiment là aussi un pan sur le dépistage à développer de partout. Je sais qu'à un moment, à une époque, j'étais aussi conseillère régionale en Île-de-France. On avait proposé sur les fonds dédiés à la santé qu'il y ait des espèces de camions un peu, mais de cabinets médicaux mobiles en fait pour les zones périphériques, parce qu'on a un vrai problème aussi avec les déserts médicaux en France. Et ils ont, je pense, un rôle de dépistage qui serait vraiment, ça serait innovant. Bon, bien sûr, ça a été refusé parce que c'était juste le Rassemblement national qui le proposait. Et là, on voit un peu la bêtise du dogmatisme, en l'occurrence pour des affaires très pratiques et qui sont pourtant essentielles pour la population. Mais oui, concrètement, il y a un véritable enjeu sur les politiques de dépistage qui, à mon avis, sont une clé pour le mieux vivre âgé. Monsieur Germain. Oui, j'ai commencé par ça, donc c'est évidemment un enjeu majeur et qui est très immédiat, vous l'avez dit dans votre introduction. D'ici 30 ans, la part des plus de 85 ans va passer de 6% à 14%. Et donc, les dépenses associées vont logiquement doubler, sauf si on met un accent très important sur la prévention, et c'est effectivement l'enjeu majeur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on dépense 16 € pour la prise en charge des personnes dépendantes, on dépense 1 € pour la prévention. La prévention, ça passe par des choses très simples. Serge nous a invités à applaudir le plus souvent possible devant sa télé, devant son téléphone portable, mais faire un effort physique, cherchez mon terme, tout simplement de la marche, c'est très important. On parlait aussi du maintien à domicile, qui n'est pas toujours possible, mais en réalité, il est très souvent possible. 85% des familles et des personnes le souhaitent, mais on manque à la fois de personnel pour accompagner à domicile, parce qu'il n'est possible à domicile, notamment quand on commence à avoir des maladies dégénératives, que s'il y a beaucoup de personnes qui sont là dans la journée et si ça ne repose pas sur la famille. Moi, j'ai eu à vivre ça avec mon papa, qui avait une maladie dégénérescente, mais en réalité, tant qu'il était à domicile, physiquement, il vivait bien. Et puis est arrivé le Covid, et à ce moment-là, sa vie sociale a diminué, il a dû aller dans un EHPAD, et sa situation s'est dégradée extrêmement rapidement. On dit d'ailleurs que quand on arrive dans un EHPAD, au bout d'un an, dans cette situation-là, bien sûr, de grande dépendance, on est atteint par d'autres maladies qui fait qu'on finit par en mourir. Donc la question du maintien à domicile, mais avec les moyens, elle est absolument fondamentale. Voilà. Prévention, maintien à domicile, il y a 1000 choses à faire. Ensuite, j'ai parlé de l'intergénérationnel qui est très important. J'ai parlé aussi du fait de ne pas tout reposer sur l'État ou sur la mairie, mais aussi que les voisins s'impliquent dans la solidarité. Vous savez, il y a quand je vous ai parlé de mon métier de directeur des services d'une mairie, il est arrivé qu'on retrouve des femmes ou des hommes morts dans leur domicile 15 jours après être mortes. Pardon de parler de sujets aussi graves, mais ça veut dire que personne ne se rendait compte dans leur immeuble que la personne n'était plus là. L'autre point que je voulais aborder très rapidement, mais qui est majeur, c'est une fois qu'on a dit que les moyens doivent être mis et sont très importants, c'est comment on les finance. On viendra sur le débat d'après sur est-ce qu'on fait appel à une politique nataliste ou à de l'immigration pour les financer par d'autres actifs qui vont être cotisants. Nous, notre point de vue, c'est que ce n'est pas ça la variable de politique économique, mais ça doit être de trouver les moyens là où ils sont. Et trouver les moyens là où ils sont pour la sécurité sociale, vous le savez peut-être, j'imagine que vos profs vous l'ont enseigné, elle est financée essentiellement par des cotisations sur les salaires. C'est les travailleurs qui financent la sécurité sociale, qui financent la dépendance, qui financent les retraites, qui financent la maladie, qui financent les accidents du travail. Et nous, on porte une idée très forte,
c'est qu'il faut faire aussi financer. Il y a un ancien candidat à la présidentielle qui s'appelait Benoît Hamon qui avait appelé ça taxer les robots, mais c'est faire cotiser les robots. C'est-à-dire dans une entreprise, il y a deux facteurs de production, entre guillemets, c'est le travail et le capital. Et aujourd'hui, le capital, c'est-à-dire les machines, ne travaillent pas pour la sécurité sociale. Et l'idée, dans un monde où il y aurait de moins en moins d'actifs qui produisent et peut-être de plus en plus de machines performantes ou de productivité, c'est qu'il y ait des ressources pour la sécurité sociale. Mais la difficulté, je termine là-dessus, c'est que si vous faites ça en France uniquement, eh bien les entreprises vont dire, moi je vais en Irlande, je vous cite l'Irlande parce que c'est un pays qui a offert des conditions fiscales très favorables à l'entreprise pour produire, et ensuite les produits, comme il n'y a pas de taxes aux frontières intérieures de l'Union européenne, reviendront en France. Donc, et c'est ça aussi qui nous oppose fondamentalement et qui au Parlement européen vous a opposé avec vos collègues, moi je n'étais pas encore député européen, c'est que nous pensons qu'un des éléments absolument fondamentaux et un des choix pour cette élection qui va être l'une des plus importantes peut-être du siècle au niveau européen, c'est d'arriver à ce que la fiscalité des entreprises qui sont mobiles soit gérée au niveau européen et que donc quand il y a des moyens à trouver, on les trouve au niveau européen. Et ça, c'est un sujet absolument essentiel. Merci beaucoup. Alors, l'heure tourne et avant de vous passer la parole, je voulais une dernière problématique. On a abordé plein, y compris d'ailleurs un peu en passant, mais la question écologique qui va complètement, j'ai écrit un bouquin là-dessus, donc je ne vais pas dire l'inverse, qui va complètement avec le choc démographique. Finalement, les deux sont consubstantiels, je dirais. Alors, à savoir s'il faut faire moins de naissances, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que, on l'a beaucoup évoqué, cette question d'une population européenne qui vieillit, d'une population européenne dont le sol naturel, depuis 2012, n'est plus là, qui, pas en 2023, mais 2021-2022, a vu sa population diminuer. Voilà. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Est-ce que politique nataliste? Est-ce que immigration? Est-ce que robots? Après tout, c'est un peu ce qu'ont fait les Japonais. Voilà. Quel est, par rapport à cette question-là, vos deux regards? Là encore, on peut imaginer qu'ils seront différents. Madame? En effet. Il est vrai que le pays où il y a le plus vieux du monde, le Japon, lui, a répondu d'une manière qui correspond à ses codes culturels, qui est la robotisation. En fait, c'est vrai que le robot a quasiment presque un statut presque humain chez eux, et ils ne font pas du tout recours à l'immigration. Et ce qui a aussi entre guillemets comme mérite culturel d'avoir une unité culturelle dans le pays et un pays aux rapports sociaux beaucoup plus apaisés. Il est vrai que nous, prendre l'immigration à chaque fois comme la marge pour réparer un peu nos erreurs aussi bien économiques que sociales me semble être une mauvaise réponse. Parce que, alors, d'ores et déjà, il y a un coût de l'immigration, qui est, alors, pour ce qui est de l'aide médicale d'État, donc la prise en charge des soins pour les clandestins, c'est 1,2 milliard d'euros. Pour les cotisations sociales, pour la part de cotisation sociale des étrangers n'ayant jamais cotisé, c'est 15 milliards d'euros. Donc, en l'occurrence, il y a une charge de l'immigration. Et par ailleurs, cette immigration qui vient essentiellement pour nous de la France, des zones d'Afrique, on ne doit pas non plus prendre leur jeunesse. Voilà. L'immigration, les populations immigrées n'ont pas vocation à être nos bras ou nos ventres. En fait, voilà, il y a aussi une considération de l'immigré qui est que, oui, l'Afrique doit aussi se développer et construire. Et si tous ses talents et si sa jeunesse passe son temps à imaginer un avenir hors du continent africain, ce n'est pas une réponse pour l'Afrique non plus. Et inversement, je pense que nous devons aussi nous-mêmes construire notre avenir. Et oui, préserver un peu, entre guillemets, notre unité culturelle et économique en développant en effet la natalité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un décalage entre le nombre d'enfants qui sont faits et les attentes de nombreuses femmes qui aimeraient avoir plus d'enfants, sauf qu'il y a un coût économique à avoir des enfants. On parlait d'écologie, mais oui, clairement en ce moment, la promotion de l'écologie est malthusienne, c'est-à-dire qu'elle est anti-naissance.
Et alors que nous, oui, nous faisons vraiment la promotion de la natalité, c'est-à-dire qu'on veut que dès le deuxième enfant soit déjà une part fiscale pleine, ce qui n'est pas le cas actuellement. On avait proposé lors de la dernière présidentielle aussi qu'il y ait un prêt de 100 000 € pour les couples de moins de 30 ans à taux zéro, et à partir du troisième enfant, le capital restant serait une subvention, serait donc offert. Donc il y a vraiment une aide à la natalité et qui est assumée de notre part, parce que pour nous, l'immigration ne doit pas être la population corvéable pour assurer finalement les vieux jours d'une société de consommation européenne. Merci beaucoup, Monsieur Germain. Oui, là on va être en total désaccord. D'abord sur la politique de natalité, nous on n'a pas de rêve d'une grande nation qui serait une nation pure de Français de souche. D'ailleurs je ne sais pas ce que c'est, hein. Vous savez, il y a ces ces associations qui vous permettent de donner un petit peu de vos gènes et de vous dire d'où vous venez. Ben, vous verrez que vous venez tous de partout sur la planète. Vous découvrirez que vous avez du sang africain dans vos gènes. Enfin, pardon de parler de sang, c'est pas très correct sur le plan scientifique, etc., etc. Donc on est tous des Français issus de l'immigration. Et puis par ailleurs, vous avez peut-être entendu parler dans vos études d'un économiste qui s'appelle John Rawls, qui vous dit « Vous devez raisonner sur les choix publics sous le voile de l'ignorance. Vous dire « J'aurais très bien pu naître en Afrique. C'est le hasard qui a fait que je suis né dans cette famille en France et qui m'a donné la chance d'être dans un pays qui est quand même un beau pays. On a un peu commencé par ça, qui a de la sécurité sociale, dans lequel on vit bien, dans lequel quand on demande aux Français de se noter sur leur satisfaction dans la vie, la moyenne c'est 7,5. Et même les plus modestes, ils se mettent 6 sur 10. Donc on a cette chance-là, mais on aurait très bien pu naître ailleurs et on doit raisonner comme ça. Et donc nous, sur l'immigration, on n'est pas pour une immigration en disant on a un problème, c'est de payer nos retraites, donc on fait venir des personnes pour payer nos retraites. D'ailleurs, les chiffres que vous avez cités sont complètement faux. L'immigration rapporte 1000 fois plus aux régimes sociaux que ce qu'elle coûte. Mais le sujet, laissez-moi terminer. Oui, mais le taux de chômage explose dans ces populations-là, le niveau socio-économique l'est aussi. Laissez-moi terminer. On va essayer de s'écouter tranquillement. Je vous demande aussi d'écouter les deux personnes. Laissez-moi terminer, parce que le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est pas combien ça rapporte ou combien ça coûte. Évidemment que quand on a eu besoin de construire nos routes, on a fait appel à l'immigration. Et quand on aura des difficultés énormes pour financer nos retraites, on applaudira les étrangers qui viendront et qui auront envie de vivre dans notre pays. Mais nous, notre position, c'est simplement que ceux qui ont envie de venir en France, parce qu'ils partagent, et c'est ça la réalité, ce qu'est la France, son idéal, sa devise, liberté, égalité, fraternité. Vous savez, on a eu la panthéonisation du groupe Manouchian, qui étaient des Français immigrés, des travailleurs de la main-d'œuvre ouvrière immigrés, qui sont rentrés au Panthéon pour signifier quoi? Pour signifier que la France, c'est une communauté de valeurs, une communauté de destin, et pas une communauté d'origine. Et c'est ça notre vision fondamentale, ce qu'est l'autre. L'autre, c'est nous. Vous savez, moi, quand j'étais député, j'ai fait le tour des camps de migrants. Et j'ai vu des femmes et des hommes, et des enfants et des jeunes, c'est les mêmes que vous. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Tout simplement, eh bien nous, ça fait 1 an, 2 ans qu'on est dans un camp de migrants, en Jordanie, en Grèce, en Turquie. Et maintenant, on en a marre, on a envie que nos enfants, ils aient une chance dans la vie. Simplement, ils nous ont dit ça. Vous vous souvenez cette image de cet enfant mort sur une plage, Ilan Kurdi? Eh bien, ses parents, moi, quand j'étais député, je racontais simplement l'histoire de ses parents et ce qu'ils avaient voulu pour leur enfant. C'était pas de venir nous envahir,
de venir changer la société française, c'était de donner une chance à leurs enfants. Eh bien, je vous assure, ceux qui me disaient « Mais monsieur Germain, vous occupez trop des étrangers et pas assez de nous, parce que nous, on a des besoins de logement », eh bien, quand je leur avais raconté cette histoire, quand je leur avais dit que eux, c'est nous, ça changeait le regard. Donc nous, maintenant, pour vous êtes juste en train de dire que vous encouragez ce système d'immigration qui a tué Ilan Kurdi. C'est tout le problème. C'est que encourager l'immigration, c'est encourager les gens à traverser la Méditerranée, à traverser le Sahara et à mourir. Je suis désolée, l'Afrique doit construire son destin, elle aussi. Pour en revenir... Alors, on s'arrête là. On a deux perspectives très différentes. Je vous demande juste de terminer sur cet élément. Oui, pour en revenir aux réponses concrètes, puisque la politique d'asile et d'immigration est une politique européenne, on a parlé de nos philosophies respectives, maintenant on parle de ce qu'on fait. Nous, on est tout simplement pour une politique humaniste et juste. S'il vous plaît. On ne laisse pas mourir des gens en Méditerranée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que vous encouragez l'immigration. Laissez-moi terminer. Qu'est-ce qu'on fait ? On leur permet de faire leur demande d'asile parce qu'il y a des gens qui sont persécutés, qui sont menacés de mort. C'est ça la réalité. Non, la réalité, la c'est famille d'Ilan Kurdi, ils étaient en Syrie, ils étaient menacés de mort. Et donc, on leur permet de faire des demandes dans des pays qui sont sûrs, voisins, pour qu'ils n'aient pas à traverser la Méditerranée. Et ensuite, pour ce qui concerne l'Union européenne, on a une politique commune. Et quand il y a des demandeurs d'asile légitimes, ils sont répartis entre les différents pays. Et puis, il y a le sujet de l'immigration économique, où quand il y a des femmes et des hommes qui veulent venir, on regarde quelles sont les capacités d'accueil de nos différents pays. Voilà, c'est très simple, humaniste et réaliste, parce que les frontières où personne ne passe, ça ne marche pas. Sauf que la réalité, c'est des millions de morts. Voilà. Alors, la réalité, c'est juste... On écoute les deux intervenants, s'il vous plaît. La réalité, c'est juste des gens qui viennent mourir sur nos côtes, des gens qui viennent mourir dans le Sahara, le retour de l'esclavage sur le nord de l'Afrique, parce qu'il y a des gens qui sont juste aux mains des trafiquants. Voilà, le problème, c'est que vous, la réalité de l'immigration, c'est l'Europe des trafics humains. Et je suis désolée, ne serait-ce qu'en termes d'humanité, il est nécessaire que ces gens-là se construisent un avenir là où ils sont, et que nous permettons à nos jeunes de construire l'avenir là où ils sont. Et non, ce n'est pas une question d'origine, de sang, comme vous avez dit. À partir du moment où vous me donnez l'exemple des Manoukians, je pense qu'ils ont fait les démonstrations de l'amour de la France. Là, on ne parle pas de ça, on parle de gens qui viennent par millions, non, qui viennent juste s'assurer un avenir économique plus serein, mais il n'y a pas un partage. Le problème, c'est qu'on a une nation de plus en plus fracturée, et je suis désolée, le modèle que vous avez offert, parce que contrairement à nous, vous avez été au pouvoir, c'est plus de gens qui sont dans des ghettos communautaires. Voilà. Donc ce n'est pas du tout la France que j'imagine, une France unie, en effet, mais qui est face à d'autres pôles dans le monde qui sont eux aussi équilibrés et qui peuvent garder leur jeunesse. Voilà, l'immigration aujourd'hui, c'est juste des gens qui viennent mourir sur nos côtes ou qui viennent être entassés dans des camps de migrants, comme vous dites, où ils n'ont pas de perspective pour être mis maintenant en plus dans des villages français grâce à l'Union européenne, dispatchés un peu partout, où ils n'auront aucune perspective personnelle et individuelle. Donc non, au contraire de ce que vous dites, votre politique d'immigration est inhumaine. Vous saurez d'où ils viennent, voilà. Les camps syriens, ils viennent d'un pays qui était en guerre. Les Ukrainiens, ils viennent d'un pays qui est en guerre. Ils sont massés. Et nous avons accueilli les Ukrainiens, nous, dans la municipalité du RN. Donc il n'y a aucun problème. Je pense qu'on ne vous mettra pas d'accord. Et c'est très bien aussi. On a aussi le droit d'être évidemment en désaccord. Nous avons la chance d'être, en tout cas pour l'instant, dans un pays démocratique qui permet aussi à chacun de s'exprimer, encore une fois, en partant de faits. Puis ensuite, vous voyez qu'à partir de faits, on peut en tirer des conclusions extrêmement différentes. Je sens qu'on fait signe et qu'il est temps, par exemple, de proposer ou aux personnes ici présentes ou aux centaines de milliers de personnes qui sont connectées de prendre la parole, d'adresser des messages, des questions. Ah, on n'a plus le temps. D'accord. Alors, une seule question de la salle. Alors, madame, alors, voilà, au troisième rang. Ah ben voilà. Oui, non mais... Ouais, on va en prendre... Essayez d'être courte. Ouais. Oui, ce qu'on va faire, c'est vous posez une question, vous, madame, vous en posez une deuxième, et hop, on s'arrête là, et ensuite, vous répondez. Allez-y, madame. J'allais poser une question sur l'immigration, si c'était possible, si ça pouvait être une solution. Là, vous avez abordé le sujet de l'immigration clandestine, mais en soi, est-ce que l'immigration contrôlée, légale, et je pense aux étudiants ou aux travailleurs étrangers,
qui viennent en France. Est-ce que ça peut être une solution à cette population vieillissante et qu'elle soit à l'échelle européenne ou internationale? Merci pour la question. Et on passe juste derrière. Ah bah votre camarade vous a... Ah oui, ok. Ah oui, elle... Bonjour. Sachant qu'à la fin du XVIIIe siècle, nous avons accueilli énormément d'immigrés, d'immigration donc, qui ont bénéficié à la France, pourquoi cela ne serait-il plus possible aujourd'hui? Et nous avons également une deuxième question, quand vous avez dit comme quoi il fallait laisser la chance à vos jeunes, et dans ces cas-là, les jeunes issus de parents immigrés sont-ils considérés comme vos jeunes, comme vous l'avez dit? Stop, on s'arrête là. Merci beaucoup. On voit que c'est un peu les mêmes sujets. C'est marrant, il y a des sujets qui intéressent plus que d'autres. Voilà. On avait dit qu'on s'applaudissait, donc on continue, très bien. Donc je vais vous demander à tous les deux de répondre. Les deux questions étaient quand même un peu dans le même sens de toute manière. Donc je vais vous demander de manière assez courte de répondre à ces deux questions. Et c'était des vraies questions, donc c'est aussi intéressant, dans le respect des personnes. Alors, je ne parlais pas uniquement que de l'immigration clandestine, en effet. Je pense que en fait, les pays, mais dans le monde, pour être équilibrés, n'ont pas vocation à faire partir leur population et d'autres à être des réceptacles. Tout ça pour prendre en charge nos aînés. Je pense qu'il y a aussi un rôle de la société ou un développement des politiques intergénérationnelles où les plus jeunes prennent soin de leurs propres aînés. Ce qui développe aussi une empathie dans la société. Et donc, non, alors rassurez-vous, si la question sous-jacente, c'était de savoir si la jeunesse issue de l'immigration était une jeunesse de second rang, c'est pas vrai. Tous les jeunes Français, peu importe leurs origines, ont vocation à participer au destin français. Et donc, qu'ils participent à s'occuper des aînés, mais aussi des jeunes de leur génération. Tout ce qu'on demande, nous, c'est d'aimer la France, voilà, d'aimer et d'y participer clairement. Et pour ça, aussi créer des ferments d'unité. Je pense que l'intergénérationnel est une réponse, mais ça peut se faire aussi à l'échelle de sa propre génération. Et voilà, prendre toujours l'autre comme son réservoir économique me semble pas être une bonne réponse à l'humanité, en tout cas, avec laquelle on doit traiter la question migratoire. Merci. Pareil, de manière très courte, en répondant à la double question qui allait dans le même sens. La deuxième question, j'y ai déjà répondu. Non seulement, bien sûr, toute la jeunesse française est une et universelle et elle mérite un amour de nous tous identique, mais moi je partage aussi cette vision pour celles et ceux qui ont envie de vivre dans notre pays, et vous avez compris que sur ce plan-là, nous avons une différence fondamentale, mais moi je les ai vus, j'ai discuté avec eux, j'ai vu leur parcours et je sais pourquoi ils veulent venir en France. Je sais qu'ils aiment ce pays, qu'ils l'admirent, et surtout ce qui est revenu à chaque fois, je l'ai déjà dit mais je le redis, c'est des familles qui veulent offrir un avenir à leurs enfants. Après, qu'est-ce qu'on fait nous et qu'est-ce qu'on propose au niveau européen, parce que c'est une politique qui est vraiment européenne. Vous avez entendu parler d'une agence qui s'appelle Frontex, c'est elle qui gère les frontières à l'extérieur de l'Union européenne. J'ai dit politique humaniste et réaliste. Humaniste, ça veut dire un devoir de sauver tous ceux qui sont ou qui risquent leur vie en mer, et donc il faut que Frontex, qui a des bateaux en Méditerranée, moi j'étais sur l'un d'entre eux, aille sauver et organise le sauvetage de tous les navires qui y sont, qu'on organise un accueil, et ensuite qu'on mette de l'ordre aux frontières de l'Union européenne, parce que pour l'instant c'est le grand désordre, c'est-à-dire qu'on bloque tout, les gens sont massés, il n'y a pas de règles claires sur qu'est-ce qui se passe, quelles sont les conditions d'entrée ou pas d'entrée, et après pour ceux qui ne sont pas dans les conditions qui sont offertes par l'Union européenne en général et par la France en particulier, c'est-à-dire que nous on est pour l'asile, vous fuyez un pays en guerre, il y a une convention qui s'appelle la Convention de Genève, vous devez être accueillis. Le regroupement familial, vous êtes votre famille qu'on a fait venir en France ou qui est venue en France pour construire la France ou l'Europe, elle a le droit d'avoir sa vie familiale. Et ensuite, l'immigration économique, elle doit dépendre à la fois de la volonté de ceux qui veulent venir et des capacités de notre économie à leur donner un métier, parce que le métier, c'est la condition de l'intégration. Donc on est pour qu'il y ait des portes et qu'il y ait des règles claires à l'entrée de l'Union européenne, mais pas pour qu'il y ait des barrières, parce que de toute façon, hein, à un moment donné, si on ferme tout, et ben les gens, effectivement, ils passent par la Méditerranée,
et ils risquent leur vie et ils se massent dans d'autres pays dans des conditions absolument abominables. Merci. Voilà notre position. Alors, on va rester sur la métaphore des portes. Et là, on est à la porte de prochaines élections européennes. Et on est à la porte, de toute manière, d'évolution du continent. J'espère que ça aura un petit peu éclairé les choses. Et encore une fois, l'enjeu, c'est une discussion informée pour que ensuite chacun soit capable, en fonction de son regard, de faire ses choix. Merci à vous, merci de votre accueil et belle vie à tous.